Avez-vous déjà ressenti un épuisement profond face à votre propre bonté? Vous êtes-vous déjà allongé éveillé dans le calme de la nuit, après une longue journée d'aide, de dons, d'acquiescement? Et avez-vous ressenti une étrange douleur creuse au plus profond de vos os? C'est un sentiment que plus vous vous déversez pour le monde, moins il reste de vous-même à habiter. Si ce sentiment vous est familier, alors vous vous êtes tenu au bord d'une grande vérité cachée sur l'âme humaine. La société, avec ses meilleures intentions, nous a tous vendu un conte de fées dangereux et débilitant. Il nous dit d'être bon, d'être gentil, d'être altruiste, et qu'au sein de cette bonté parfaite, nous trouverons la paix, l'amour et l'acceptation. On nous enseigne dès notre plus jeune âge à cultiver le jardin ensoleillé et parfaitement entretenu de nos meilleures qualités. Notre patience, notre générosité, notre complaisance. Et en même temps, on nous apprend à être terrifiés par la forêt emmêlée, sombre et mystérieuse, qui se trouve juste au-delà de la clôture du jardin. Nous faisons semblant qu'elle n'est pas là, ou nous construisons des murs plus épais pour la tenir à l'écart. Mais le grand secret, celui qui, une fois compris, peut changer votre vie à jamais, est le suivant. Cette forêt sombre contient le sol, l'eau et les nutriments dont votre jardin immaculé a besoin pour vraiment s'épanouir. Une vie vécue uniquement dans la lumière est une vie vécue dans une ombre perpétuelle et non reconnue. C'est le grand paradoxe central de la psyché humaine. Nous avons été savamment entraînés à affamer le monstre qui vit en nous et à faire parader le saint. Nous construisons nos identités, nos relations et nos carrières sur cette image sainte, cette version parfaite de nous-mêmes. Et ensuite, nous avons l'audace de nous demander pourquoi nous nous sentons si fragiles, si cassants, si chroniquement fatigués et si facilement exploités. La vérité est que, en tant que culture et en tant qu'individu, nous souffrons d'une épidémie d'incomplétude. Notre obsession d'être bon est le développement excessif dangereux de notre masque social, un masque que le brillant psychologue Carl Jung a identifié comme la persona. Cette focalisation incessante et permanente sur le perfectionnement du masque a un prix terrible. Elle nous oblige, consciemment et inconsciemment, à nier notre autre moitié, la partie refoulée, puissante et profondément vitale de nous que Jung appelait l'ombre. L'ombre est le réceptacle de tout ce que nous avons jugé inacceptable. Elle contient notre saine assurance, notre colère juste, notre capacité cruciale à fixer des limites et notre force vitale brute et indomptée. Carl Jung, un maître cartographe du terrain de l'âme, comprenait ce monde intérieur mieux que quiconque dans l'histoire moderne. Il a vu que la psyché humaine n'est pas un champ de bataille entre le bien et le mal, où un camp doit vaincre l'autre. Il l'a vu comme un écosystème délicat qui nécessite un équilibre pour être sain. Le travail de sa vie nous a appris que le but n'est pas de détruire nos ténèbres intérieures, mais d'avoir le courage de les intégrer. Ce chemin héroïque, il l'a appelé l'individuation. C'est le processus sacré, et souvent profondément difficile, de devenir entier. Ceci est votre carte dans cette forêt sombre. Vous n'apprendrez pas à devenir un monstre, vous apprendrez simplement à vous lier d'amitié et à comprendre celui qui vit déjà en vous, et à découvrir que ce n'est pas du tout un monstre, mais une partie vitale de votre propre force. Vous apprendrez comment récupérer l'immense pouvoir que vous avez banni dans l'exil de votre inconscient, et comment transformer votre bonté unilatérale et facilement brisée en une force inébranlable, authentique et véritablement résiliente. Le voyage commence maintenant, en diagnostiquant les façons dont cette division intérieure contrôle et diminue déjà votre vie. Le premier symptôme, et le plus visible, de cette fragmentation est le masque poli que nous présentons au monde. Jung appelait cela la persona, du mot latin désignant les masques portés par les acteurs dans le théâtre antique. C'est une création brillante et nécessaire. Votre persona est la façon dont vous naviguez dans le monde social. C'est la collection de masques que vous portez pour fonctionner efficacement. Le masque de l'employé compétent, le masque du parent aimant, le masque de l'ami qui soutient. Ils ne sont pas intrinsèquement mauvais. Ce sont des outils d'harmonie sociale. Le danger profond arrive silencieusement au fil des ans, lorsque vous oubliez que vous portez un masque. Le danger survient lorsque le masque fusionne avec votre peau, lorsque vous vous regardez dans le miroir, et que vous croyez sincèrement que cette version de vous, soignée,
édité et socialement acceptable est votre vrai visage. C'est ce que signifie être suridentifié à la persona. Vous devenez un prisonnier involontaire du rôle que vous jouez. Si votre masque principal est celui de l'aide, vous ressentez un besoin profond et compulsif de résoudre les problèmes de tout le monde. Même lorsque vous vous effondrez sous le poids des vôtres, vous sacrifiez votre propre bien-être sur l'autel de l'utilité. Si votre masque est le stoïque, vous avez peut-être appris dans votre enfance que les émotions sont un passif dangereux. Alors vous supprimez toute votre peur, votre tristesse et votre joie, en présentant un extérieur calme et contrôlé alors qu'une tempête fait rage à l'intérieur. La vie devient une performance constante, épuisante et anxiogène. Toute votre précieuse énergie est dépensée à polir le masque, à s'assurer qu'il ne glisse jamais, terrifié que quelqu'un, quelque part, puisse apercevoir la personne réelle, complexe, désordonnée et magnifique qui se cache en dessous. L'ironie dévastatrice est que cet effort incessant ne vous vaut pas une véritable connexion. Il la rend impossible. Les gens ne peuvent pas se connecter avec un masque, ils ne peuvent qu'interagir avec lui. Ils apprennent que l'aide dira toujours oui. Ils apprennent que le pacificateur reculera toujours pour éviter une bagarre. Ils apprennent que l'amuseur aura toujours une blague prête à détourner toute véritable intimité. Ils ne manipulent pas une personne. Ils interagissent simplement avec la programmation prévisible d'un rôle que vous avez perfectionné. Vous devenez fiable, mais pas respecté. Vous êtes considéré comme utile, mais vous n'êtes pas vraiment vu. La solitude profonde et persistante que ressentent tant de bonnes personnes est le son de leur vrai soi, le noyau plus profond et plus authentique de leur être, qui manque d'oxygène sous la perfection suffocante du masque. C'est la première blessure de l'âme fragmentée. Une vie de service dévouée à une image, et non à la vérité vivante de qui vous êtes. Le deuxième symptôme, plus subtil et insidieux, de cette division intérieure, est la façon dont vous percevez et expérimentez le monde qui vous entoure. Vous pouvez vous retrouver pris dans un cauchemar récurrent, rencontrant constamment les mêmes types de personnes difficiles. Peut-être que votre vie est une porte tournante de manipulateurs égoïstes, ou d'amis qui sont des preneurs ingrats, ou de collègues arrogants qui passent en force sur vos idées et vos limites. Vous vous lamentez de votre terrible chance. Vous vous confiez à d'autres sur la façon dont vous semblez toujours attirer ces individus toxiques. Et vous vous demandez ce qui ne va pas dans le monde. Mais du point de vue profond de la psychologie jungienne, le monde extérieur est un miroir. Les parties de nous-mêmes que nous refusons de reconnaître dans notre propre reflet, nous les rencontrerons inévitablement, et à plusieurs reprises, dans les visages de ceux qui nous entourent. L'univers ne vous envoie pas de méchants, il vous envoie des messagers. Ces personnes qui déclenchent une réaction émotionnelle si puissante et viscérale en vous ne font que refléter les parties de votre propre psyché que vous avez reniées, jugées et violemment poussées dans les ténèbres de l'ombre. Ce mécanisme psychologique inconscient est appelé projection. Soyons parfaitement clairs. Lorsque vous avez exilé votre propre intérêt personnel sain et votre besoin de recevoir des soins dans les ténèbres, afin d'être un donneur altruiste, vous serez intensément et disproportionnellement irrité par la personne égoïste qui n'a aucun problème à faire passer ses propres besoins en premier. Vous jugez leur comportement comme moralement répréhensible, car au fond de vous, vous avez rendu cette partie de vous-même, la partie qui a des besoins et des désirs, mauvaise. Lorsque vous avez supprimé votre propre assurance et votre ambition pour maintenir votre persona gentille et humble, vous ressentirez un ressentiment brûlant envers le patron arrogant, qui poursuit avec confiance ses objectifs et exprime son opinion. Ils vivent une forme de pouvoir que vous vous êtes interdit de posséder. Ces personnes ne sont pas vos ennemis. Elles vous remettent une lettre recommandée urgente de votre propre âme. Elles pointent d'un doigt tremblant directement vers l'or que vous avez enterré dans votre propre jardin. Tant que vous n'aurez pas le courage de retirer cette projection, de cesser de pointer le doigt de la culpabilité vers l'extérieur et de tourner plutôt ce même doigt vers votre propre monde intérieur, vous serez condamné à répéter ces schémas douloureux. Vous continuerez à rencontrer ces messagers, encore et encore, chaque rencontre étant un rappel désespéré et criant de votre moi profond que vous n'êtes pas entier. Reconnaître le masque que vous portez et les projections que vous faites est la première étape, souvent douloureuse. La suivante
et la guérison. Le travail courageux est essentiel de se tourner vers l'intérieur pour commencer le processus de guérison profonde et durable. Reconnaître ce schéma dévastateur du masque et du miroir est le tout début de la sagesse. Mais la reconnaissance seule n'est pas une guérison, c'est simplement un diagnostic. L'étape suivante est la guérison elle-même, ce que Jung appelait le grand œuvre, l'alchimie intérieure qui peut transmuter le plomb de notre souffrance en l'or de notre totalité. Ce travail commence par l'acte le plus courageux qu'un être humain puisse accomplir, se retourner pour affronter consciemment et volontairement le dragon. Dans tous les grands mythes, légendes et contes de fées du monde entier, le héros ou l'héroïne doit à un moment donné descendre dans les ténèbres, dans la grotte, le labyrinthe ou le monde souterrain, pour affronter une bête redoutable. Ce n'est pas seulement une histoire pour enfants. C'est une carte précise et puissante de l'âme humaine. La grotte est votre inconscient, le dragon est votre ombre. Et tout comme dans ces histoires anciennes, ce dragon terrifiant garde toujours, sans exception, un magnifique trésor. Votre ombre n'est pas une fausse de pur mal. C'est simplement le sac que vous avez porté toute votre vie, dans lequel vous avez fourré chaque partie de vous-même que vous avez jugée inacceptable, honteuse ou incommode. Et caché dans ce sac, caché dans les spirales de ce dragon, se trouve le trésor de votre pouvoir perdu. Votre assurance est là. Votre colère saine et juste, qui est le moteur même de la fixation et de la défense des limites, est là. Votre ambition brute, votre créativité indomptée, votre joie spontanée, votre connexion profonde à votre propre corps et à ses instincts, toutes les parties vitales, désordonnées et magnifiques de vous que vous avez dû supprimer pour être un bon garçon ou une bonne fille, vous attendent dans cette grotte. Affronter le dragon ne signifie pas devenir le dragon. C'est le point crucial qui est si souvent mal compris et si profondément craint. Intégrer votre ombre ne consiste pas à vous donner une licence pour devenir une personne égoïste, en colère ou cruelle. C'est exactement le contraire. Il s'agit d'avoir le courage de reconnaître enfin, dans le calme de votre propre cœur, que la capacité de ces choses existe en vous, comme elle existe en chaque être humain. C'est l'acte de se l'approprier, de prendre la responsabilité de l'ensemble de soi, de dire « oui ». La partie de moi qui peut être impitoyable dans la défense de ce que j'aime existe. La partie de moi qui peut être assez égoïste pour protéger ma propre énergie existe. La partie de moi qui ressent de la rage face à l'injustice existe. En reconnaissant consciemment ces ténèbres intérieures, vous les privez de leur pouvoir de vous contrôler depuis l'inconscient. Une ombre non reconnue dirige votre vie depuis le sous-sol. Elle éclate dans les moments de stress. Elle s'échappe dans des commentaires sarcastiques et passifs agressifs. Elle provoque un épuisement et une dépression soudain et inexplicable. Mais une ombre consciemment intégrée devient une source d'immense force ancrée. Vous n'êtes plus terrifié par le conflit, car vous vous êtes lié d'amitié avec le guerrier intérieur qui sait comment se battre pour ce qui est juste. Vous n'êtes plus un paillasson, car vous avez récupéré la fierté féroce qui sait dire non avec clarté et conviction. Le processus ne consiste pas à jouer les ténèbres. Il s'agit de les amener à la lumière de votre propre conscience compatissante. C'est ainsi que vous récupérez le trésor. C'est ainsi que vous cessez d'être une victime de votre propre monde intérieur et que vous commencez à en devenir le gardien conscient et capable. Ce grand travail d'affronter votre dragon intérieur est l'entreprise la plus importante de votre vie et il nécessite une quantité d'énergie considérable. Par conséquent, la deuxième partie de la guérison consiste à apprendre à protéger cette énergie comme s'il s'agissait de votre bien le plus précieux, car c'est le cas. Carl Jung parlait d'une force vitale fondamentale, une sorte d'énergie psychique qu'il appelait libido, pas seulement au sens sexuel étroit, mais comme le carburant brut de toute la vie, de notre croissance, de notre guérison, de notre créativité et de notre voyage vers la totalité. Considérez cette énergie comme un puits sacré au plus profond de vous. Lorsque le puits est plein, vous vous sentez vital, résilient, déterminé et vivant. Lorsque le puits est vide, vous vous sentez épuisé, cynique, rancunier et déprimé. Maintenant, considérez honnêtement votre vie quotidienne. Chaque fois que vous dites « oui », alors que tout votre être crie « non », chaque fois que vous entreprenez une tâche uniquement par obligation ou par culpabilité, chaque fois que vous vous asseyez,
et absorber la négativité de quelqu'un pendant 1 heure, alors que vous êtes déjà émotionnellement épuisé, vous permettez à un étranger de tremper son seau dans votre puits sacré et de s'en aller avec votre force vitale. Vous faites cela parce que votre bonne persona, le masque que vous portez, vous a dit que c'est ce qu'une bonne personne fait. Mais vous êtes laissé épuisé, sans rien pour votre propre voyage, pour votre propre guérison, pour votre propre vie. Vous devez commencer à considérer votre énergie psychique comme une ressource finie et sacrée. Vous devez commencer à garder votre puits. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de profonde responsabilité envers soi-même. Pensez à nouveau aux consignes de sécurité dans un avion, une métaphore parfaite pour la psyché. Elle vous demande, sans exception, de mettre votre propre masque à oxygène avant d'essayer d'aider les autres, même votre propre enfant. Pourquoi? Parce que la logique est impitoyable et claire. Si vous vous évanouissez par manque d'oxygène en tripotant le masque de quelqu'un d'autre, vous serez tous les deux perdus. Vous ne servez à rien si vous n'êtes pas d'abord et avant tout fonctionnel. Votre énergie psychique est votre oxygène. Vous ne pouvez pas vraiment aider qui que ce soit à partir d'un état d'épuisement chronique. Vous ne pouvez pas verser à partir d'une tasse vide. Apprendre à protéger votre énergie signifie apprendre l'art sacré de la limite. Cela signifie reconnaître que le sentiment d'être vidé n'est pas une faiblesse, mais une sonnette d'alarme sacrée de votre âme, vous disant d'urgence que votre puits est vidé sans votre véritable consentement. Cela signifie avoir le courage de dire « Je suis désolé, je ne peux pas en ce moment », sans avoir besoin de fournir une longue explication pleine de culpabilité. Cela signifie comprendre que la protection de votre propre énergie est la condition préalable absolue pour faire tout travail intérieur significatif. Sans cela, vous resterez à jamais trop épuisé pour jamais affronter le dragon. Et le magnifique trésor qu'il garde restera enfermé dans l'obscurité, perdu pour vous pour le reste de votre vie. Ce travail intérieur, affronter le dragon, garder le puits, peut sembler une tâche monumentale, abstraite et accablante. Il est facile de comprendre les concepts, mais plus difficile de savoir comment les appliquer dans le monde réel, au milieu des exigences incessantes de la vie quotidienne. Alors, comment commencer concrètement ce travail? Cela commence par l'adoption d'un nouvel ensemble de principes de fonctionnement, un guide tangible pour le voyage vers la plénitude. La première et la plus importante règle est la suivante. Vous devez apprendre à agir à partir du centre, et non de la circonférence. Imaginez un instant que votre psyché est une grande roue. Le bord extérieur, la circonférence, est vaste, chaotique, et en mouvement constant. Il réagit toujours aux bosses et aux secousses de la route. C'est le royaume de votre persona. Lorsque vous vivez votre vie à la circonférence, votre existence est une série de réactions frénétiques. Le téléphone sonne, vous réagissez. Quelqu'un fait une demande, vous réagissez. Un courriel en colère arrive, vous réagissez. Vous êtes constamment tiré dans 1000 directions différentes par les exigences extérieures du monde. Votre état d'esprit est déterminé par ce qui vous arrive. Vous vous sentez dispersé, réactif et totalement hors de contrôle. Maintenant, imaginez le centre de cette même roue, le moyeu. Le moyeu est un lieu de profonde immobilité, de silence et de stabilité, alors que le bord extérieur tourne dans une frénésie chaotique. Le centre reste calme et immobile. C'est le siège de votre soi intégré, la partie de vous qui est connectée à la fois à votre lumière et à votre obscurité, à votre conscient et à votre inconscient. La première et la plus puissante pratique de la plénitude consiste à apprendre à se retirer dans ce centre avant d'agir. Lorsqu'une demande vous est faite, au lieu du « oui » automatique et complaisant qui jaillit de votre circonférence, vous créez un espace sacré. Vous faites une pause. Vous prenez une seule respiration consciente. Dans ce bref instant, vous vous tournez vers l'intérieur, vers le moyeu tranquille, et vous posez une question simple et clarifiante. Cette action sert-elle mon cheminement vers la plénitude? Remarquez que la question n'est pas « Est-ce que cela va les amener à m'aimer ?» Ce n'est pas « Est-ce la chose gentille à faire ?» C'est « Est-ce que cela va me dynamiser ou me vider de mon énergie? Cette action est-elle conforme à mes valeurs profondes? Ou suis-je simplement en train de servir mon masque? Agir à partir du centre transforme toute votre vie. Vos actions deviennent des choix conscients et non des compulsions inconscientes. Vous pouvez toujours choisir d'aider,
mais vous le ferez à partir d'un lieu de pouvoir souverain et ancré, et non à partir d'un lieu d'obligation anxieuse. Votre oui deviendra 1000 fois plus puissant et significatif, et votre non deviendra un acte d'autopréservation propre, clair et sans excuse. C'est le passage fondamental d'un pion des circonstances de votre vie à un centre calme et inébranlable de votre propre univers. La deuxième règle pratique pour ce voyage est de rechercher activement et courageusement l'or qui est caché dans votre propre obscurité. Nous avons parlé de l'ombre comme d'un dragon gardant un trésor. Cette règle vous fournit les outils spécifiques dont vous avez besoin pour devenir un chasseur de trésors compétent et intrépide. L'une des méthodes les plus directes et les plus transformatrices pour cela est une pratique que vous pouvez appeler journaling de l'ombre. C'est une technique puissante pour utiliser vos émotions les plus fortes et les plus négatives comme une boussole infaillible qui pointe directement vers votre or caché. Le processus est simple dans sa structure, mais ses résultats peuvent changer votre vie. La prochaine fois que vous ressentez une poussée puissante, et peut-être apparemment irrationnelle, de colère, d'envie ou de jugement envers une autre personne, ne suivez pas votre habitude de toujours repousser ce sentiment ou de vous condamner pour l'avoir. Au lieu de cela, devenez intensément curieux. Prenez un journal ou une feuille de papier, et en haut de la page, écrivez le nom de la personne et le comportement spécifique qui vous a déclenché si intensément. Ensuite, permettez-vous de décrire le sentiment brut et non censuré qu'il crée en vous. Ressentez-vous une rage brûlante? Ressentez-vous un dégoût écœurant? Ressentez-vous une jalousie brûlante et destructrice? Écrivez tout sans jugement. Maintenant, passons à l'étape la plus cruciale et alchimique. Posez-vous la question interdite. Quelle est la qualité positive cachée dans le comportement que je juge? Quel pouvoir cette personne démontre-t-elle que ma propre ombre aspire désespérément à exprimer? C'est là que la magie opère. Par exemple, vous vous retrouvez consumé par une amère envie envers un collègue qui fait la promotion de son propre travail sans vergogne et qui, par conséquent, obtient tous les meilleurs projets. Votre persona, votre bon moi, crie qu'il est un vantard arrogant et égoïste. Mais votre journaling de l'ombre pourrait révéler une vérité bien plus profonde. Peut-être que votre intense envie est un message direct de votre propre ombre, vous disant que vous avez profondément négligé les ambitions de votre propre vie au service d'être modeste, humble et gentil. L'or qui est caché ici est votre propre ambition enfouie. En la voyant et en vous l'appropriant, vous n'êtes pas obligé de devenir une personne arrogante. Au lieu de cela, vous pouvez maintenant commencer à intégrer cette énergie consciemment. Vous pouvez apprendre à défendre votre propre travail et votre propre valeur d'une manière qui vous semble authentique et puissante. Vous n'êtes plus victime de votre envie. Vous en êtes devenu un étudiant. Cette pratique, répétée au fil du temps, est la façon dont vous minez systématiquement et en toute sécurité les richesses extraordinaires de votre propre obscurité et les faites entrer dans la lumière dorée de votre vie consciente. Le respect de ces règles, l'action à partir de votre centre et l'extraction de l'or de votre ombre conduisent à une transformation fondamentale et irréversible au fil du temps. C'est un passage profond d'une vie vécue comme un rôle limité à l'incarnation d'un archétype puissant et universel. C'est le but ultime, le véritable objectif et la récompense de tout ce travail intérieur difficile et courageux. Une vie vécue uniquement à travers la persona, c'est comme être un acteur de composition qui n'a jamais l'occasion de jouer qu'un seul rôle petit, répétitif et finalement insatisfaisant. La vie peut vous attribuer le rôle de bon fils, ou d'employé fiable, ou de conjoint patient. Vous apprenez vos répliques à la perfection. Vous jouez votre rôle avec dévouement. Mais ce n'est pas toute l'histoire magnifique de qui vous êtes. Vous êtes confiné et défini par le scénario limitatif de votre propre masque social. Une vie individuée, une vie de plénitude. C'est comme devenir le réalisateur, l'écrivain et la star de votre propre grande production épique. Vous n'êtes plus limité à un seul rôle. Grâce à l'intégration de votre ombre, vous accédez à tout le spectre éblouissant de l'expérience humaine, qui est incarné dans ce que Jung appelait les archétypes. Les archétypes sont les modèles d'êtres universels, puissants et primaires, qui vivent au plus profond de l'inconscient collectif de toute l'humanité. Ils sont l'ADN psychique de notre espèce. Lorsque vous intégrez l'assurance et la colère juste de votre ombre, vous accédez à l'archétype puissant du guerrier,
ce qui vous rend capable de défendre vos valeurs et de protéger ceux que vous aimez avec une conviction inébranlable. Lorsque vous intégrez l'intuition profonde et la connaissance de soi que vous trouvez dans votre monde intérieur, vous accédez à l'archétype du sage, ce qui vous permet d'offrir une sagesse qui ne vient pas d'un livre, mais du creuset de votre propre expérience vécue. Votre passion et votre créativité retrouvées peuvent vous permettre d'incarner l'amant ou l'artiste, apportant beauté et connexion dans un monde brisé. Vous n'êtes plus seulement l'aide, vous pouvez maintenant incarner l'archétype complet et puissant du guérisseur, dont le pouvoir ne vient pas d'une réparation frénétique, mais d'une présence profonde et ancrée. Votre héritage n'est plus seulement d'être reconnu comme une personne gentille, un compliment faible et oubliable. Votre héritage devient l'effet d'entraînement puissant et rayonnant de votre propre plénitude. Une personne intégrée, se tenant fermement dans sa propre vérité, donne inconsciemment et puissamment à tous ceux qui l'entourent la permission d'être entiers, eux aussi. C'est ainsi que vous changez vraiment le monde, non pas en essayant de réparer tout le monde, mais en ayant d'abord le courage profond de vous guérir et de vous compléter. Ce voyage héroïque de l'âme culmine dans l'incarnation de ce que l'on ne peut qu'appeler l'archétype du berger. Cette image ancienne est le symbole ultime du soi individué, la personne qui a intégré avec succès et grâce sa lumière et son obscurité. Le berger représente un équilibre parfait et dynamique. Il n'est pas un mouton. Le mouton, dans cette métaphore, représente la vie inconsciente, la personne piégée dans la mentalité du troupeau, motivée par la peur et vivant entièrement à travers sa bonne persona, attendant d'être menée ou, en fin de compte, consommée. Mais le berger n'est pas non plus un loup. Le loup représente l'ombre brute, indomptée et non intégrée, une créature agissant sur une impulsion purement égoïste et un appétit destructeur. Le berger est un troisième être, plus évolué et beaucoup plus puissant. Le berger a eu le courage d'aller dans le désert de sa propre âme et d'affronter son propre loup intérieur. Il a regardé dans ses yeux, compris sa nature et exploité son pouvoir. Il ne l'a pas tué. Il a mis sa force féroce au service d'un but plus élevé et plus conscient. Le berger possède la profonde compassion du soignant, la partie de la persona qui veut sincèrement protéger le troupeau. Mais il possède également l'instinct protecteur féroce et intransigeant du loup, l'ombre intégrée, qui n'hésitera pas un instant à combattre une menace réelle pour le bien-être du troupeau. Et surtout, le berger possède la profonde sagesse de connaître la différence. Il a la clarté de savoir quand nourrir et quand défendre, quand être doux et quand être fort. Il n'est pas en guerre avec lui-même. Il est une union harmonieuse et puissante d'opposés. Son pouvoir ne vient pas de l'agression, mais de sa plénitude. Son autorité ne vient pas d'un titre ou d'une position, mais de l'immobilité inébranlable de son propre centre intégré. C'est le but ultime du voyage. Non pas être bon, non pas être puissant au sens mondain du terme, mais être entier. Devenir le berger calme, sage et fort de votre propre monde intérieur. Et ce faisant, devenir un phare de force tranquille pour le monde qui vous entoure. Nous avons fait un long voyage ensemble. Nous avons voyagé du jardin soigné et ensoleillé de nos bonnes intentions, à travers l'obscurité enchevêtrée et mystérieuse de la forêt de l'ombre, et nous sommes arrivés ici, au seuil d'une nouvelle façon d'être, bien plus authentique. Le voyage intérieur est le plus difficile et le plus gratifiant, le voyage le plus héroïque que vous ferez jamais. Vous avez peut-être commencé ce voyage en essayant de réparer les fissures de votre masque social, en essayant désespérément d'être une personne meilleure, plus gentille et plus parfaite. Maintenant, vous pouvez voir que la vraie force ne réside pas dans la perfection, mais dans l'acceptation de l'intégralité de qui vous êtes, la lumière et l'obscurité, le saint et le monstre, le sage et le fou. L'épuisement profond que vous ressentiez n'était pas un signe de votre faiblesse. C'était un symptôme d'un soi dangereusement divisé. Le profond ressentiment que vous nourrissiez n'était pas un échec moral. C'était un cri désespéré d'une partie négligée et affamée de votre propre âme. Les personnes difficiles qui peuplaient votre vie n'étaient pas vos ennemis. Elles étaient vos professeurs les plus précieux, bien qu'involontaires. Le monde n'a pas besoin de plus de personnes gentilles. Il se noie dedans.
Il est saturé d'individus bien intentionnés dont la bonté est une défense fragile et cassante contre un monde qu'ils craignent et dont ils se méfient secrètement. Ce dont le monde a besoin maintenant, plus que jamais, ce sont des personnes entières. Il a besoin d'hommes et de femmes qui ont eu le courage profond d'affronter leur propre obscurité et qui peuvent donc se tenir fermes, ancrés et compatissants face au chaos considérable du monde. Il a besoin de personnes dont la compassion est soutenue par une force inébranlable, dont la sagesse a été forgée dans les feux profonds et transformateurs de la connaissance de soi. Vous n'êtes plus seulement le jardinier anxieux, terrifié par la forêt. Vous avez le potentiel de devenir l'intendant sage et conscient de tout votre paysage intérieur. Votre âme vous appelle à ce travail. Ne confondez pas ces murmures persistants avec votre propre faiblesse. Ils sont un appel à la plus grande aventure de toutes, l'aventure de devenir qui vous avez toujours été destiné à être. Le travail n'est pas facile, mais le coût de l'éviter n'est rien de moins que votre vie unique, précieuse et irremplaçable. Commencez le voyage, intégrez votre ombre, devenez entier,